Chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice. Votre serviteur Julien Dodéa est ce soir avec François. Bonsoir. Pour parler d'un thème qui est d'actualité avec l'inauguration hier du Salon de l'Agriculture, à savoir le monde agricole et en particulier la crise de ce monde agricole. On a vu hier, François, des heurts sur le Salon de l'Agriculture. Alors oui, François Hollande, notre président de la République, est venu hier sur le Salon de l'Agriculture pour rendre une visite à ce monde agricole en crise. Petite remarque au passage, Sarkozy en 2010 affrontait aussi ce monde agricole et lui n'avait pas osé se balader au Salon de l'Agriculture craignant les heurts. Donc François Hollande y est allé hier, tout le monde l'a vu, il a été hué, il a même été un peu bousculé, et notamment pour diverses raisons. On a d'abord la question du prix du lait, du prix du porc, et ensuite les normes environnementales. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Julien sur les normes environnementales avec la question de la FNSEA. Donc 2 militants, 2 syndicalistes ont été interpellés. Il semblerait qu'ils ont été relâchés suite à un accord avec la FNSEA précisément et la préfecture. Xavier Belin, le président de la FNSEA, a fait amende honorable en quelque sorte et a regretté ces incidents. Oui, Xavier Belin, c'est quelqu'un qui est assez connu. On dit même de lui que c'est le vrai ministre de l'Intérieur. On peut parler un peu de son... Ou en tout cas ministre de l'Agriculture. Oui, pardon, ministre de l'Agriculture. On peut peut-être parler un peu de son parcours, Julien. C'est un personnage très intéressant, Xavier Belin, donc président de la FNSEA, mais qui a aussi d'autres casquettes et qui est notamment président d'Avril Sophie Protéol. Alors Avril, c'est un groupe agro-industriel céréalier qui est le constructeur et donc maintenant le propriétaire de la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est cette ferme industrie qui empile les vaches comme la Bretagne le fait depuis longtemps avec les porcs. Alors ce qui pose évidemment tout un tas de problèmes de promiscuité et donc d'hygiène entre les vaches, de confort et donc de qualité du lait et de la viande. Donc il y a une surmortalité chez ces vaches à la ferme des 1000 vaches. Et puis il y a aussi des questions d'exploitation des personnes qui travaillent là-bas, qui pour la plupart ne sont pas des agriculteurs, encore moins des paysans. Mais d'ailleurs, Xavier Belin, donc président de la FNSEA, lui est spécialisé dans les céréales. Et en fait, c'est le premier président de la FNSEA à être céréalier. Et donc, on se retrouve avec un céréalier qui construit une ferme-usine pour empiler des vaches, et tout ça pour le seul profit financier à court terme. Et surtout, Xavier Belin était vraiment à la tête d'un empire. Julien, vous le rappeliez tout à l'heure avec son groupe Avril Sophie Protéol. Il est aussi président du port de commerce de La Rochelle, le deuxième port français céréalier. Il a plusieurs mandats, une dizaine, ça va du Conseil économique et social environnemental de la région centre. Voilà, donc c'est vraiment un homme à plusieurs facettes. Il avait même soutenu en 2011 le projet de loi du sénateur Christian Deminck. C'est un sénateur UMP. Et son projet de loi, l'idée c'était de transposer le règlement européen de 1994 pour en quelque sorte breveter le vivant, pour interdire aux agriculteurs de replanter les semences. On appelait ça à ce moment la protection des obtentions végétales. Donc lui avait soutenu largement ce projet puisque, on l'a dit, il est à la tête d'un empire et cet empire vend bien sûr des céréales. Vend des semences, vend aussi des tourteaux de tournesol ou de colza pour cette fameuse ferme des 1000 vaches. Donc c'est un homme qui balaye tout le spectre du monde agricole. Il est en même temps productiviste, on le voit sur tous les plateaux de télévision. En fait, c'est peut-être ça qui est important de comprendre avec Xavier Belin, c'est que ce n'est pas un agriculteur, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui applique au monde agricole un modèle productiviste qui est en fait issu du taylorisme. Exactement. D'ailleurs, pour rappel, quelques petits chiffres. En 20 ans, la France a perdu la moitié de ses exploitations agricoles.
Et cette baisse touche particulièrement les petites exploitations. Une petite exploitation, c'est 11 hectares. Une grande exploitation, c'est aux alentours de 100 hectares. Et en fait, tout se fait par concentration. C'est-à-dire qu'une petite exploitation disparaît, les charges, les prix, les banques aussi qui font énormément de mal. Les petites exploitations donc disparaissent et en fait sont aspirées dans des grosses structures qui en fait grossissent. Et aujourd'hui, ces grosses structures sont celles qui arrivent à en fait dégager des marges suffisantes pour pouvoir gagner un peu d'argent. En fait, on peut dire de la terre que c'est la meilleure des banques, parce qu'il suffit de planter la graine et naturellement, on en récolte le fruit, plus ou moins abondant. Et donc c'est justement cette grande indépendance naturelle des vrais paysans qui décoiffent un peu les banquiers et les industriels, et donc qui ont réussi à mettre en place un système de dépendance des paysans. Alors c'est également lié à la mise en place de la politique agricole commune, au sortir de la Seconde Guerre mondiale où il fallait réussir à nourrir tout le monde, et donc on a poussé le modèle productiviste avec des intrants pour augmenter les rentabilités. Sauf que qui dit intrant dit aussi euh, d'abord on commence par mettre du nitrate dans les sols pour augmenter la productivité. Puis on est obligé de mettre des désherbants, des fongicides, des insecticides, ce qui n'est pas le cas dans une agriculture normale, je dirais. L'introduction d'intrants nécessite aussi des machines qui sont censées faciliter le travail, mais qui coûtent extrêmement cher, et ce qui rend donc les paysans dépendants des banques. D'ailleurs, sur les machines et sur tous les pesticides, cela a aussi des effets néfastes sur la terre, puisqu'on a un scientifique qui s'appelle Claude Bourguignon, si je me trompe pas. Oui, en fait, c'est un couple de scientifiques, Claude et Lydia Bourguignon, qui viennent de l'INRA, qu'ils ont quitté quand on leur a dit de se taire sur les travaux qu'ils menaient. Oui, effectivement, puisque donc l'INRA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national de la recherche agronome. Donc en fait, c'est simplement l'organe officiel de la recherche scientifique en matière d'agronomie. Eux donc ont quitté cet institut il y a maintenant plusieurs années pour monter eux-mêmes leur propre institut indépendant. Et ce couple de scientifiques explique qu'en 1950, les sols étaient radicalement différents que ceux d'aujourd'hui. Puisque depuis ce temps, donc premièrement on a les machines qui tassent le sol. Elles tassent le sol et ça se voit notamment quand on fait les vendanges. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les vendanges. Ceux qui font les vendanges, en fait, on voit que pour ceux qui utilisent les machines pour ramasser les raisins, le sol est extrêmement tassé et l'eau, en fait, ne rentre plus dans le sol. L'eau coule, elle ravine, elle forme des rigoles qui ensuite causent des inondations. Voilà. Sur le sol, donc, ce couple de scientifiques explique que pour les blés, en 1950, les blés faisaient 1,50 m. Aujourd'hui, les blés font 60 cm. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, disons que un produit chimique en appelle un autre. Puisque en mettant de l'azote pour faire pousser les blés plus vite, le blé peut se coucher. C'est-à-dire que le blé va simplement tomber. Et quand il tombe, on ne peut plus le ramasser. Donc ensuite, on va le faire prendre des hormones au blé pour que la tige raccourcisse, donc pour qu'il se couche moins facilement. Le problème de la chimie, si on peut dire, c'est que un produit en appelle un autre, qui en appelle un autre. C'est un peu le même problème avec certains médicaments chez les êtres humains, où un médicament a des effets secondaires qui lui-même doit être soigné par un autre médicament. En fait, la dépendance des agriculteurs se fait à la fois vis-à-vis des banques parce qu'ils sont obligés d'emprunter pour acheter des machines particulièrement onéreuses et donc il est particulièrement difficile de rembourser, mais également au niveau des entreprises chimiques, d'engrais, d'intrants, de pesticides, de fongicides dont on parlait, et également vis-à-vis, François, vous le disiez tout à l'heure, vis-à-vis des entreprises, enfin des semenciers qui brevettent le vivant, qui brevettent leurs graines, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de
d'ensemencer son champ avec les graines que nous avons nous-mêmes produites l'année précédente, d'autant que les semenciers essayent de faire des semences stériles. C'est-à-dire que c'est une graine qui n'a qu'une génération. Donc ensuite, elle fait pousser la plante, mais elle ne produit pas sa propre graine. Et on pourrait aussi rajouter tous les pesticides. Il y en a certains qui sont assez connus. Il y a le gaucho notamment, le régent, qui ont des effets extrêmement néfastes sur les abeilles. Il y avait un homme politique ces dernières années qui avait écrit un livre sur les abeilles. Je me souviens plus vraiment le titre, mais ce qu'il expliquait, c'est que les abeilles, en fait, ce sont les petites bêtes qui fécondent, qui permettent la pollinisation. Donc, en fait, aux plantes de se féconder et donc de fleurir, d'avoir des fruits, etc. Et le problème est que tous ces pesticides, en fait, perturbent les abeilles qui meurent directement sur la plante. J'en profite aussi pour faire un petit aparté sur les abeilles, pour voir aussi des effets néfastes de la mondialisation avec le frelon asiatique. Le frelon asiatique qui aujourd'hui est en train de simplement d'arriver en France, de coloniser. Là, il doit en être arrivé même au-dessus de la Loire. Il arrive quasiment aux portes de la Normandie, puisqu'on a eu certains nids qui ont été retrouvés. Et le frelon asiatique, comme son nom l'indique, il est asiatique et il vient d'Asie. Il est en train de radicalement détruire tous les abeilles, tous les cheptels d'abeilles sont en train de mourir, d'être littéralement mangés par cet insecte. Vous avez peut-être vu ces vidéos assez terribles qui ont été filmées devant une ruche. Vous avez 5 ou 6 frelons asiatiques, donc qui sont plus gros que nos frelons européens, et donc qui se postent à l'entrée de la ruche et qui se précipitent sur les abeilles, qu'ils décapitent une à une. Donc voilà les gentilles bestioles que la mondialisation nous apporte. Je rajouterais aussi que effectivement il y a des frelons asiatiques, mais j'avais vu un reportage il y a quelques années sur même les mygales qui commencent à arriver par les caisses de bananes dans le port de Marseille. Voilà une autre joie de la mondialisation. Donc voilà, donc après avoir un peu fait un sort à la FNSEA à Xavier Belin, qui n'est ni paysan ni agriculteur, syndicaliste oui, mais syndicaliste productiviste et surtout homme d'affaires. On peut peut-être parler d'une autre actualité qui est celle de Notre-Dame-des-Landes. François, vous voulez peut-être en dire un mot? Alors, j'ai pas suivi les derniers développements sur Notre-Dame-des-Landes. J'ai cru comprendre qu'il y avait un référendum qui était prévu et qu'une grosse manifestation avait réuni entre 15 000 et 60 000 personnes. 15 000 selon la police, 60 000 selon les organisateurs. Après, j'en sais pas vraiment plus. Oui, alors la grosse actualité, l'actualité la plus récente, c'est effectivement cette importante mobilisation en fait, tout autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, alors c'est une manifestation symbolique parce que les travaux ne devaient pas commencer ce week-end, mais bon, ils menacent toujours. Donc il a rassemblé énormément de personnes, justement contre la construction de cet aéroport, et qui a rassemblé 2 fois plus de monde pratiquement que la dernière mobilisation. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et d'assez symbolique. On l'a déjà dit sur Fréquence Orage d'Acier, et je le redis aussi, Notre-Dame-des-Landes, c'est notre combat. C'est notre combat contre la destruction des paysages, contre la destruction des sols, contre la destruction finalement de la France. Tout ça pour le béton et pour des intérêts financiers. Sachant que ce projet absurde d'aéroport ne se justifie même pas d'un point de vue financier, parce que l'aéroport actuel est encore sous-exploité. Donc on n'a pas besoin d'aéroport nouveau à Nantes. Nous avons aussi d'autres projets, disons d'autres combats. Il y a Sivins, par exemple, avec le barrage, qui avait fait l'actualité avec la mort de Rémi Fraisse. Il y a Sivins, il y en a d'autres en fait. Il y a beaucoup. Il y a aussi, je crois, une ZAD qui est en train de se monter sur la ferme des 1000 vaches, si je me trompe pas. Alors sur la ferme des 1000 vaches, il y a eu plusieurs contestations de la Confédération paysanne qui s'est engagée très directement contre ce projet.
Une ZAN ne s'est pas constituée au sens strict puisque la ferme des 1000 vaches est maintenant ouverte et est en fonctionnement. Ils ont une autorisation à 500 têtes, ce qui est déjà considérable. Sur la Confédération paysanne, d'ailleurs, c'était son président Laurent Pinatel qui avait été l'année dernière au Salon de l'Agriculture, totalement molesté, alors qu'il tentait d'approcher François Hollande en visite au salon pour voilà, lui faire part de ses interrogations et de ses questions. Et là, aujourd'hui, plutôt hier, lors de la visite de François Hollande, il a été assez bien reçu puisque ça avait fait vraiment une mauvaise publicité au président de la République l'année dernière. Donc, la Confédération paysanne, c'est l'autre syndicat agricole face à la FNSEA qui défend une agriculture paysanne. Donc eux sont sur un modèle beaucoup plus sain, sur des exploitations à taille humaine et sur l'absence d'intrants. Donc, alors ils ne défendent pas directement l'agriculture biologique, ce qui est l'agriculture biologique, c'est à la fois une bonne chose et en même temps un peu un mythe, voire un fantasme, mais en tout cas une agriculture raisonnée, c'est-à-dire ne pas mettre plus d'intrants que nécessaire. Parce que François, vous parliez de Claude Bourguignon. Ce qu'il explique, c'est que les sols aujourd'hui sont morts. Les sols ont été tués justement par les engrais chimiques, par l'azote et le nitrate qui sont mis dans le sol de manière inconsidérée, alors que la terre représente 80% de la biomasse. Ces sols morts, c'est le résultat direct de l'agriculture productiviste. La Confédération paysanne, on a l'impression peut-être que c'est quelque chose d'assez minoritaire. Finalement, aujourd'hui, ils dirigent une chambre de l'agriculture dans le Puy-de-Dôme. Ils sont présents dans tous les départements français, même les départements ultramarins, et font aux élections entre en fait 15 et 25% des voix. Donc c'est quelque chose d'assez représentatif, mine de rien, et qui fait son petit qui progresse tout doucement et qui fait surtout avancer ses idées avec plusieurs actions. On a parlé tout à l'heure de la ferme des 1000 vaches. Il y a aussi eu les actions pour les producteurs de lait. Et en plus il y a aussi la Confédération paysanne, c'est aussi un syndicat, je dirais presque pour la démondialisation, puisque l'une de leurs actions principales, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, on pourra peut-être en parler après, Julien, à propos des méthodes alternatives agricoles, notamment tout ce qui est local. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui montent eux-mêmes leur boucherie à la ferme, leur laiterie à la ferme, et vendent en direct aux consommateurs. Il y a même des projets donc, qui ont été mis en place de supermarchés agricoles, qui est en fait, donc qui a la forme d'un supermarché, mais qui est en fait de la vente directe entre plusieurs agriculteurs ou éleveurs qui se coalisent pour vendre directement aux consommateurs, sans plus passer par les grandes surfaces. Chers auditeurs, c'est l'heure de la pause musicale. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a
et d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discos, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Chers auditeurs, nous venons d'entendre Dégénération du groupe Mes Aïeux. Je pense que ce choix de musique fera plaisir à notre camarade de Québécois Liberata. Je voudrais maintenant revenir sur des exemples d'agriculture raisonnée et réussie. Il y en a plusieurs, parce que justement, quand on arrive à se départir de l'agriculture intensive, il existe en effet d'autres modèles d'agriculture qui, puisqu'ils sont plus économes, tant en intrants phytosanitaires, en engrais et finalement en biochimie dans le sol, tant en machines agricoles, sont plus rentables. Ils sont basés justement sur des circuits courts, sur une autonomie au niveau de l'exploitation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire venir des tourtes de soja du Brésil ou des États-Unis, on va nourrir les bêtes avec la production de l'exploitation même. De même, au lieu d'utiliser le tracteur pour amener le maïs aux vaches qui sont dans l'étable, il suffit de les laisser paître dans le champ. Et du coup, dans ce cas, on n'a plus à évacuer les déjections de l'étable jusqu'aux prairies, puisque les vaches font directement dans le champ. Les exemples de reconversion en fait de l'agriculture intensive à une agriculture paysanne sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici, mais je vous encourage à aller voir un peu sur Internet. Il y a plusieurs récits de ce genre d'expériences qui sont extrêmement intéressantes. C'est aussi de ne plus se déterminer en fonction des différentes aides et subventions de la PAC. Donc cette politique agricole commune, cette politique au niveau de l'Europe qui a été mise en place au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, justement pour augmenter les rendements sur les champs, et ce qui finalement n'a fait que orienter toutes les exploitations vers un schéma productiviste, mais en fait industriel, qui n'est même pas plus productif, parce que l'agriculture biologique est en fait plus productive dans le réel que l'agriculture intensive, parce que ce n'est pas à l'environnement de s'adapter aux différentes semences que l'on y met, mais c'est les différentes semences qui s'adaptent. Donc finalement, c'est beaucoup plus efficace. On a vu certaines absurdités avec la PAC. Par exemple, en Normandie, il y a plusieurs années, des subventions étaient versées, donc c'était à hauteur de 150 francs par pommier, pour arracher les pommiers. Pour X raisons, la PAC avait décidé que les pommiers, c'était fini. Tout ça pour redonner des subventions quelques années plus tard pour replanter des pommiers. Donc finalement, les agriculteurs ne se déterminent plus en fonction des sols, en fonction de ce qu'ils savent faire, en fonction de leur environnement, mais ils se déterminent en fonction des subventions de la politique agricole commune, déterminées en haut lieu par on ne sait qui. Un autre élément de ce modèle alternatif d'agriculture, c'est le circuit court. C'est-à-dire que au lieu de transporter des matières premières, et en particulier agricoles, aux quatre coins de la planète, eh bien, est consommé ce qui est produit sur place. Donc dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, peut-être 100 ou 200 kilomètres,
À mon sens, ça me paraît raisonnable. Donc ce qui permet à la fois d'avoir un impact écologique moindre, mais ce qui permet également, pour les paysans, de ne plus être tributaires des cours mondiaux de l'agriculture. Parce que souvent, ça pèse très lourd dans leur gestion, parce qu'ils sont obligés de se conformer à des cours qui sont indexés sur, alors peut-être sur le cours du pétrole ou sur je ne sais quel autre cours, mais en tout cas qui est sans rapport avec le travail réel, avec le travail fourni, avec la valeur apportée par le travail des paysans. Donc on parlait d'Europe et de mondialisme et des conséquences qu'ils ont sur l'agriculture. Il est important de parler aussi du dernier étage de la fusée mondialiste, enfin dernier étage en tout cas pour l'instant, à savoir le TAFTA, donc, qui est un accord transatlantique qui est négocié secrètement entre les États-Unis et la Commission européenne. Donc certains passages ont fuité, donc on a une idée de ce qui nous prépare, d'autant que le TAFTA ressemble assez à certains accords qui ont déjà été passés, notamment le CETA entre le Canada et les États-Unis. Mais le TAFTA aura de nombreuses conséquences très néfastes sur l'agriculture, donc à la fois sur la situation économique des agriculteurs français et aussi sur la question de santé publique. À titre préliminaire, je crois qu'il faut rappeler que le TAFTA, selon même les calculs même de l'Union européenne, va rapporter 0,015% de croissance par an, c'est-à-dire quasiment rien. D'un point de vue beaucoup plus pratique, quel sera l'effet du TAFTA sur les agriculteurs français et européens? A priori, des effets néfastes, vous vous en doutez, puisque les États-Unis connaissent une surproduction de bovins. Donc les bœufs aux hormones. En 1999, il y a cette affaire du foie gras qui est assez connue, où l'Union européenne avait interdit l'importation du bœuf aux hormones américain, et en représailles, les États-Unis avaient taxé à 100% le foie gras. Alors vous avez peut-être vu ces photos de bœufs américains qui on dirait des bodybuilders, mais en pire, quoi. Des espèces de bœufs avec des muscles ronds qui ressortent de partout. Alors on se doute bien que manger de telles bêtes bourrées aux hormones n'est pas sans incidence sur la santé humaine. Exactement, et d'un point simplement d'un point de vue économique, donc les États-Unis ont une surproduction de bovins. Donc ces bovins vont être en fait déversés sur le marché européen, particulièrement en France, dans un marché qui est déjà saturé, puisque à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a une concurrence assez féroce, avec le bœuf irlandais par exemple, ou même le bœuf polonais. Donc les bovins américains vont arriver sur le marché, un marché qui est déjà tendu. Donc le cours du bœuf va chuter. Il faut savoir aussi qu'en France, ce sont les producteurs de bovins et d'ovins qui ont les revenus les plus faibles. Donc ça ne va rien arranger. À titre aussi d'information, le modèle économique des fermes américaines est vraiment différent de celui français et en plus du modèle européen. En Europe, la taille moyenne des fermes fait environ 13 hectares. Aux États-Unis, on est sur des superficies moyennes de 100 hectares. Une exploitation de 1000 hectares embauche en Europe une cinquantaine de personnes, entre 50 et 60 personnes. Aux États-Unis, elle embauche pour la même superficie, donc pour 100 hectares, 6 personnes. Donc nous sommes vraiment sur des fermes-usines qui n'ont rien de commun avec ce qu'on connaît en France ou même en Europe. Donc là, on est vraiment dans le management finalement de la terre. On n'est plus du tout dans l'agriculture. Et d'ailleurs, même pour les citadins qui ont cette idée de la campagne, comme on appelle ça, la campagne, les vaches, etc., c'est même plus en fait aujourd'hui une réalité. Ce monde-là n'existe presque déjà plus. Donc des fermes-usines aux États-Unis, le bœuf aux hormones, le poulet chloré, puisque on peut, même maintenant dans l'Union européenne, c'est un traitement autorisé, laver les carcasses de poulet au chlore, ce qui est assez dramatique quand même. Alors, si on a un avantage positif pour le TAFTA, c'est bien, s'il peut en avoir un, bien sûr,
ça serait notre exportation de lait, d'œufs et de fromage. Puisque aujourd'hui, nous sommes aussi, nous, en surproduction de lait, de fromage, etc. Et donc, nous pourrions exporter vers ce marché mondial, en fait, qui va nous ouvrir 300 millions de consommateurs supplémentaires. Mais ce que constatent les économistes ou même les représentants des filières agricoles en France et en Europe, c'est que ce gain avec le lait et le fromage ne compensera jamais les dégâts considérables de la surproduction de bovins aux États-Unis, qui seront importés en France. Il y a aussi une interrogation sur les appellations d'origine contrôlée, les AOC. Les AOC, tout le monde doit connaître ça, c'est ce qui permet de dire qu'un camembert qui est produit dans la ville de Camembert est un camembert, et un fromage qui serait fait de la même façon, avec les mêmes ingrédients, mais à 60 km de cette ville, ne pourrait pas être appelé un camembert. Il y a eu un énorme doute sur le TAFTA, un doute qui n'est pas, disons une interrogation qui n'est pas encore résolue. C'est celle-là, c'est celle des AOC. Est-ce qu'un champagne fait à partir de raisins californiens, enfin, disons un mousseux ou une méthode champenoise qui serait faite avec des raisins californiens, pourrait-elle s'appeler champagne? Alors il semblerait qu'au dernier état des négociations, ce ne soit pas le cas, mais les lobbies américains font tout pour que les AOC disparaissent. Parce qu'en fait, la logique du TAFTA derrière tout ça, c'est la logique de la libre concurrence. De la libre concurrence et de l'égalité de tous les acteurs économiques. Et donc, pour arriver à cette libre concurrence, toutes les barrières doivent disparaître. Donc, que ce soit les barrières strictement douanières, mais même les réglementations écologiques, les réglementations environnementales et les réglementations sur les appellations d'origine. Il y a effectivement un déséquilibre entre un produit qui a une appellation et un produit qui n'a pas l'appellation. La priorité de ce genre de réglementation, c'est l'information du consommateur, mais ça pourrait porter préjudice à une définition maximaliste de la libre concurrence. Et donc pour faire respecter cette libre concurrence, le TAFTA prévoit un règlement privé des conflits, ce qui veut dire de manière plus simple que les entreprises peuvent poursuivre les États devant des tribunaux privés, devant des arbitres privés, qui le plus souvent condamnent les États, comme ça s'est vu, les États-Unis ont été poursuivis 11 fois dans le cadre du traité CETA entre le Canada et les États-Unis, et à chaque fois, ils ont été condamnés. Il me semble, Julien, que le CETA concerne la France et les États-Unis. La France et le Canada, pardon, et pas les États-Unis et le Canada. Vous avez peut-être raison, en tout cas la logique est la même entre tous ces accords de libre-échange qui finissent par mailler la planète entière. Je rajouterais que sur le CETA, donc entre la France et le Canada, il y a eu certaines AOC, certaines appellations d'origine contrôlée qui ont été protégées. Seulement, en France, nous avons environ 650 AOC, seulement 42 ont été protégés, c'est-à-dire que les autres peuvent toujours faire l'objet de détournements et d'utilisation abusive. Donc finalement, pour conclure, on se rend compte que la crise du monde agricole, c'est une crise du système de la croissance, c'est une crise de la mondialisation et encore plus du conditionnement étatique et européen de l'agriculture, pour des raisons idéologiques, et on l'a vu avec l'exemple de l'arrachage des pommiers totalement déconnecté des réalités concrètes. Mais malgré tout, la Terre, qui ne ment pas, reste la même, et donc il est tout à fait possible de revenir à des modèles plus sains, à des modèles de culture vivrière, à des circuits courts, à une agriculture raisonnée qui ne soit pas à la botte de l'industrie chimique et de l'industrie céréalière. Donc, l'agriculture est en crise, mais en fait, plus que l'agriculture, c'est un modèle économique qui est en crise. Chers auditeurs, c'est l'heure maintenant de la chronique.
Chers auditeurs, je vous lirai ce soir un texte de Villiers de l'Isle-Adam, qui est tiré des Nouveaux Contes Cruels, et d'un conte qui s'appelle L'amour du naturel. Donc il s'agit de l'histoire de Daphnis et Chloé qui recherchent la nature, qu'ils n'arrivent pas à trouver, et ils en discutent avec Monsieur C, qui se trouve être le chef de l'État de l'époque, ce que Daphnis et Chloé ignorent. Alors, reprit bientôt Monsieur C, résolu à voir jusqu'où tiendraient les paradoxes de ces deux élégiaques amants de la nature. Alors, jeune homme, que comptez-vous faire? Mais y renoncer, s'écria Daphnis, suivre le mouvement, et pour vivre faire, par exemple, de la politique, si vous voulez. Cela rapporte beaucoup. À ce propos, Monsieur C tressaillit, et réprimant un éclat de rire, les regarda tous deux. Ah, dit-il vraiment. Ah, et si je ne suis pas indiscret, que voudriez-vous être en politique, monsieur Daphnis? Oh, dit tranquillement Chloé, toujours d'une exquise voix doctorale et terre à terre. Puisque Daphnis représente en soi le parti des ruraux mécontents, bel étranger, je lui ai conseillé de se porter, à tout hasard, en candidat exotique, dans la circonscription la plus arriérée de ce pays. Cela se trouve. Or, que faut-il de nos jours aux yeux de la majorité des électeurs pour mériter la médaille législative? Savoir se garder tout d'abord d'écrire ou d'avoir écrit le moindre beau livre. Savoir se priver d'être doué en aucun art d'un immense talent. Affecter de mépriser comme frivole tout ce qui touche aux productions de pure intelligence, c'est-à-dire n'en parler jamais qu'avec un sourire protecteur, distrait et placide. Savoir habilement donner de soi l'impression d'une saine médiocrité. Pouvoir tuer le temps chaque jour entre 300 collègues, soit à voter de commande, soit à se prouver les uns aux autres que l'on n'est au fond que de moroses hâbleurs, dénués, sauf rares exceptions, de tout désintéressement. Et le soir, en mâchonnant un cure-dent, regarder la foule d'un œil atone, en murmurant « Bah, tout s'arrange, tout s'arrange !» Voilà, n'est-il pas vrai, les préalables conditions requises pour être jugé possible. Une fois élu, l'on éprouve 9000 francs d'appointement, et le reste, car on ne se paye pas de mots à la chambre. L'on s'appelle l'État, et l'on décerne entre-temps un ou deux brillants bureaux de tabac à sa chère petite Chloé. Tout cela n'est pas inepte, je trouve. C'est un métier facile. Pourquoi n'essaierais-tu pas, Daphnis? Eh, dit Daphnis, je ne dis pas non. C'est une question de frais d'affiche et de démarche dont vous pourrez, à la rigueur, surmonter l'écœurement. Après tout, s'il ne s'agissait que d'avoir une opinion pour enlever la chose, tenez, cher étranger, mettons-les toutes en votre chapeau rond, et tirez au hasard. Vous devez avoir la main heureuse, je sens cela. Vous amenez la meilleure d'entre elles, je parie, celle qui sera, comme on dit, l'épingle du jeu. D'ailleurs, m'est avis que si, plus tard, une autre me devenait plaisante, me souriez davantage, peu, au taux où elles sont en cette époque, pour ce qu'elles pèsent et produisent, je ne me donnerais même pas la peine d'en changer. Les opinions en ce siècle ne sont plus naturelles, voyez-vous. Monsieur C, en homme affable, en esprit éclairé, condescendit à sourire de ces innocents paradoxes qu'excusait, à ses yeux, l'âge de ses précoces originaux. Chers auditeurs, c'était Fréquence Orage d'Acier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et si c'est ton premier soir, Tu dois combattre. Si le nitrate a été la révélation de ma jeunesse, si la modernisation de l'agriculture a été la révélation de ma jeunesse, je vous parle en tant qu'agriculteur formé pour faire une agriculture chimique. Quand j'avais 20 ans et que j'ai commencé à mettre 20 à 30 unités d'azote à l'hectare à la main, moi je me suis vraiment régalé. Quand j'ai vu visuellement, et même mon père, qui a vu ce qu'on obtenait en mettant 20-30 unités d'azote, qu'on se met à la main parce qu'on n'est encore pas mécanisé, on augmentait tout de suite de 5 et 10 quintaux hectares. Ça a été la révolution verte, la révolution agricole de l'époque. Je voudrais rappeler tout de suite que l'ammonitrate, il a été découvert au siècle dernier, même avant, et ça a été le nitrate même. Et ce nitrate, c'était l'explosif.
Et cet explosif-là, on s'en est servi pendant la guerre de 14, et c'est dans les endroits où il y a eu le plus de morts dans les tranchées que la végétation est devenue magnifique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a proposé ces réserves de nitrate à l'agriculture. Mais ça ne s'est pas mis en place entre les deux guerres. Ça n'est qu'après la deuxième guerre, c'est-à-dire la guerre de 40, c'est là qu'on a tout de suite augmenté les rendements. Mais quand on a mis l'azote, il faut savoir qu'il y a une graminée qui est le vulpin, que je ne vois pas là. Si, le voici ici. Et quand on a commencé à mettre l'azote, le vulpin, il s'est développé au niveau des épis de blé. Alors on s'est plaint, et là, il y avait tout pour nous consoler. Vous mettez 150 grammes d'isoproturone dans de l'eau, et vous verrez, vous détruisez le vulpin. Mais attendez, vous essayez. Eh bien, j'ai essayé. On détruisait le vulpin et le blé. Le blé était là. Alors on a continué à mettre de l'azote, et on a tellement une végétation un peu comme celle-ci, très très exubérante, ça c'est pas du blé, mais enfin c'est un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'on a maintenu? L'humidité au niveau du sol. Et qu'est-ce qui se passe quand on maintient l'humidité? Le champignon il arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est monté au niveau de l'épi, et là il a attaqué l'épi. Alors on a râlé, attendez, on a le fongicide. Donc on a mis le fongicide. Et comme on continuait toujours à mettre de l'azote, parce qu'on augmentait les rendements, puisque l'azote, je répète, c'est le facteur de protection, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait un excès de sève dans nos blés, qui vient réguler l'excès de sève? C'est l'insecte. Et on a eu le puceron. Je parle toujours du blé. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Écoutez, on a l'insecticide. C'est-à-dire qu'avec le nitrate, il a fallu utiliser d'abord le désherbant pour le vulpin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, il a fallu utiliser le fongicide pour détruire les champignons et l'insecticide pour détruire les insectes. Le paysan, il est devenu dépendant du nitrate. Donc, c'est une véritable drogue parce que le nitrate a engendré le désherbant, le fongicide, l'insecticide. Voilà. Alors, au départ, de 20 à 30 unités d'azote que j'avais commencé, au bout de 15 ans, il me fallait, on était à 200 unités d'azote sur les blés, on était monté à 70 quintaux hectares, d'un fongicide, il nous en fallait 2 ou 3, et il nous fallait 1 ou 2 insecticides sur les blés. Voilà. Et là, on plafonnait au niveau du rendement. Qu'est-ce que j'ai eu? Une technicienne des maisons de pesticides qui me dit, Monsieur Renaud, j'avais 55 ans, mais Monsieur Renaud, vous êtes un inconscient parce que vous manipulez nos produits sans gants, sans masque et sans combinaison. Alors j'ai écouté. Alors si je suis obligé en plein air, moi, de m'habiller en scaphandre pour faire ça, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On s'était tracé 2 objectifs. Premièrement, de reconvertir la ferme et deuxièmement, de la rendre viable. Parce qu'on pouvait se faire plaisir de reconvertir, mais il fallait que la ferme soit viable pour que les jeunes puissent en vivre. Je vais vous dire que la conversion, ça demande bien des années. Si on avait arrêté les intrants progressivement, on les a arrêtés, il nous a fallu 5 ans pour les arrêter parce qu'on ne reconvertit pas toute la ferme comme ça du jour au lendemain. S'il y a 20 ans, on était considérés comme des marginaux de reconvertir encore notre ferme, et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que, je dirais, grâce à la crise qu'est en train de vivre l'agriculture, de par la concurrence mondiale, où on est obligé de remettre tout en cause pour pouvoir vivre, et l'agriculture est obligée de remettre tout en cause pour pouvoir vivre, eh bien, on cherche à travailler autrement. Et comment on pourrait faire pour diminuer les intrants? Et bien, diminuer les intrants, c'est tout simplement travailler comme on essaye de faire nous, en agriculture biologique. Ou je ne dis pas que l'agriculture demain elle sera biologique ou biodynamique, mais c'est tout simplement qu'il faut qu'on éprouve une autre agriculture. Et ça, c'est l'agriculture avec la terre, avec les plantes, avec tout, avec cette biodiversité. Et c'est maintenant, seulement maintenant, après avoir expérimenté l'agriculture conventionnelle chimique avec le nitrate, eh bien oui, on l'a utilisé, mais après l'avoir expérimenté, on se rend compte qu'il faut revoir les choses autrement et revoir cette connaissance que nous avons perdue de la rotation des cultures, cette connaissance de la terre, cette connaissance de la vie du sol.
Il y a des plantes qui fixent l'azote comme la luzerne, le trèfle, les lentilles, tout ça, qui prennent l'azote de l'air, qui le fixent au niveau de leurs racines, bon, qui s'en nourrissent, et ensuite qui le restituent aux plantes consommatrices d'azote comme le blé, parce que nous ici, nous sommes des producteurs de blé. Et il faut savoir que les nitrates ici, mais il est fait d'une manière naturelle par la luzerne, c'est-à-dire que la luzerne prend cet azote atmosphérique et puis elle le fixe au niveau du sol. Donc elle fait le travail tout seul, ça ne me coûte rien. C'est la luzerne qui fait le travail. Ça, ce sont des résidus de luzerne. Et qu'est-ce que fait le ver de terre qui est ici? Eh bien, il vient chercher ces particules de luzerne qui descend. Il descend ça à l'intérieur du sol, il le digère. Ce qu'il faut qu'on s'apprenne, c'est comment bien nourrir ces vers de terre. Parce que c'est eux-là qui aèrent le sol, c'est ceux-là qui font la terre nouvelle, comme j'ai expliqué, une terre parfaitement équilibrée. C'est ça la clé de l'agriculture de demain. Voilà. Je dois dire que je termine ma vie de paysan avec énormément de sérénité, je dois le dire clairement, quoique je suis un éternel insatisfait. Mais malgré tout, l'essentiel, c'est que je sais que la terre, qui est cultivée maintenant par mon fils, elle est en bonne main parce qu'elle ne repartira pas avec les intrants. Moi, je crois, j'en suis persuadé, et ça, c'est le message que j'ai, parce que je le sens très fort en moi, je suis persuadé que l'avenir de l'agriculture est splendide si on va dans ce sens-là.